Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Alors, j'ai la joie aujourd'hui d'accueillir Justine, la responsable de l'association Pas à Pas l'enfant, pour l'épisode spécial du podcaston. Bienvenue Justine, comment tu te présenterais en quelques mots? Merci Séverine de m'avoir proposé de participer à ce podcaston. Je suis la fondatrice de l'association Pas à Pas l'enfant, une association que j'ai fondée il y a 10 ans, que je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui. Comment est née cette association? Est-ce que ça vient de toi, de plusieurs personnes? Alors cette association est née quand ma fille aînée est entrée en CP, où je me suis intéressée aux résultats de la maîtrise des savoirs fondamentaux des élèves en France. Et j'ai fait une découverte à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Cette découverte, quelle est-elle? Je vais vous donner les chiffres peut-être actuels. C'est que on a un enfant sur deux qui arrive en sixième avec des difficultés en lecture. C'est 49,6% des élèves de sixième qui ont du mal à comprendre correctement le texte qu'ils lisent. Donc ça Hmm. va faire 8 ans que les enfants sont à l'école et ils ont cette difficulté. Voilà, ce chiffre, il m'a un peu sauté au visage. Moi qui ai beaucoup reçu de notre système éducatif, qui a été un vrai ascenseur, comme on dit. Voilà, je me suis dit que j'avais peut-être une petite pierre à apporter à cet édifice. Et voilà, je me suis lancée dans l'aventure de Pas à Pas l'enfant. Au début, vous aviez quoi comme intention? Initialement, moi, je viens du numérique, ce qui est assez amusant quand on y pense. L'idée était d'ouvrir une plateforme numérique sur laquelle on collectait les propositions du terrain, des parents, des enseignants, des orthophonistes, des animateurs, animatrices d'accueil du loisir, enfin, voilà, toutes les personnes qui sont en lien avec les enfants dans le domaine de l'éducation. On recueillait toutes leurs idées pour améliorer notre système ou toutes les initiatives qui fonctionnent et qui mériteraient d'avoir un écho plus large et qui pourraient être prises par d'autres. Tout a démarré comme ça. Et il y a un sujet qui était effectivement récurrent sur la plateforme, c'était justement ce problème de la maîtrise des savoirs fondamentaux, lire, écrire et compter. Et quelque chose qui apparaissait en creux, c'était à l'époque déjà, en 2014, une présence de plus en plus importante des écrans dans la vie des enfants et cette difficulté à les gérer. Au début, vous vous êtes tourné vers les professionnels de l'enfance. Déjà, très concrètement, sur la plateforme, on a recueilli une parole d'une orthophoniste qui nous a beaucoup interpellés. Et d'ailleurs, maintenant, cette orthophoniste fait partie de notre conseil scientifique qui partageait un constat qui est fort intéressant, à savoir que, bon, voilà, le nombre de ces petits patients ne cesse d'augmenter. On le sait tous, trouver un rendez-vous chez un orthophoniste, c'est une galère noire. Hmm. Euh, il y en a de plus en plus qui ont des besoins. Et elle faisait ce constat assez simple et qui est malheureusement encore valable 10 ans après, à savoir que on raconte de moins en moins d'histoires aux enfants. Dans certains endroits, c'est une pratique qui est délaissée, voire abandonnée. Et au contraire, ils sont de plus en plus mis devant les écrans. Et elle disait qu'en fait, elle pensait très simplement que si on remplaçait l'écran par des histoires, bah, elle aurait moins de petits patients parce qu'il y aurait des choses qui seraient déjà en place qu'elle n'aurait plus à réparer. Donc le projet est né un peu de cette parole de praticienne qui est en lien quotidien avec les enfants et leurs familles. Et suite à cette parole, on s'est dit, mais oui, mais en fait, il faut qu'on essaie de se mobiliser pour très simplement qu'on raconte plus d'histoires aux enfants. D'abord les parents, mais peut-être aussi dans les structures qui accueillent les enfants. Et assez vite, effectivement, on est entré en relation avec les municipalités, avec pour idée que ce serait via les structures municipales qui accueillent les jeunes enfants qu'on pourrait toucher les parents
mais aussi avec l'idée de dire qu'en fait, les professionnels qui y travaillent sont des ressources précieuses parce qu'elles sont au contact des enfants, mais aussi auprès des familles. Donc, vous reliez le triangle éducatif entre l'enfant, sa famille et la personne qui l'accueille, que ce soit en crèche ou en centre de loisirs. Exactement. Ça, c'est vraiment une conviction forte de l'association, c'est qu'il faut, redonner sa pleine puissance à ce triangle éducatif. Vous voyez, nous, l'association, on est très sympa, les personnes qui vont sur le terrain pour, former les professionnels, pour sensibiliser les familles sont formidables. Tu es bien placée pour le savoir, Séverine. Mais en fait, la réalité qui compte, ce sont les personnes qui sont au quotidien auprès des enfants. Et en fait, c'est vraiment ce triangle éducatif qu'il faut vitaliser, à qui il faut redonner sa pleine puissance pour que l'enfant fasse partie d'un cycle vertueux qui lui permette de grandir le mieux possible. Vous avez orienté sur deux parcours. Est-ce que tu veux nous en toucher un mot de la différence entre les deux parcours? En effet, alors on a un premier parcours qui s'appelle Promenons-nous dans nos histoires, où en fait, ce qu'on veut, c'est plus d'histoires et moins d'écran pour les enfants avant 6 ans. D'ailleurs, ça, c'est un point qui est très important. L'association se mobilise pour les enfants de moins de 6 ans, notamment sur ce sujet des écrans. Parce que si les écrans nous semblent vraiment néfastes pour le développement des jeunes enfants, on sait que leur utilisation peut être très intéressante et assez féconde pour des âges plus élevés, mais ce n'est pas notre lieu d'action. On a ce premier programme, Promenons-nous dans nos histoires, pour plus d'histoires et moins d'écran. On a démarré en faisant un travail plutôt de recherche. On a fait une sorte de méta-étude sur la place des histoires dans la construction du jeune enfant et sur les effets des écrans. Cette sorte de méta-étude, bah, c'est le fait qu'on ait lu beaucoup d'études en France et à l'étranger pour essayer de comprendre en fait en quoi raconter une histoire à un enfant. Cette pratique qui n'a rien d'extraordinaire, qu'on pourrait même qualifier de banale, est si constructive et si importante pour son développement. Et puis, de ce travail, on a défini un fil pédagogique qui nous a permis de construire un parcours, puis un programme. On l'a développé sur le terrain. Nos bénéficiaires, parents et professionnels de l'enfance, étaient très heureux, ont trouvé notre démarche originale et très accessible, en prise avec la réalité de leur vie. Et ils nous ont encouragés à développer un autre programme sur le jeu cette fois-ci. Et c'est comme ça qu'on a développé le programme À toi de jouer pour plus de jeux et moins d'écran dans la vie des jeunes enfants, des enfants avant 6 ans. Et on est parti sur le même principe. On a commencé par faire un travail plutôt académique, théorique de recherche sur la place du jeu dans la construction des jeunes enfants. Et puis de là, on a défini un fil pédagogique pour bâtir tout un programme qu'on déploie pour les professionnels des structures et pour les familles. Vous arrivez à cumuler le côté un petit peu pratique, ludique de la formation, du parcours, à la fois pour les pros et à la fois les ateliers parents-enfants. Mais vous avez toute une base de documents scientifiques, de recherches, d'études. Tu parlais d'un comité scientifique. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu? Tout à fait. Le conseil scientifique qu'on a voulu, pour valider, voilà, tous ces contenus qu'on va transmettre sur le terrain. Et donc dans ces membres, on a, des personnes, orthophonistes, psychomotriciennes, directrices de structures petite enfance, une, directrice de labo au CNRS qui fait de la recherche en neuropsychologie. Ce conseil scientifique, ce qu'on a voulu, c'est qu'il soit à l'image de l'association. C'est-à-dire qu'il ait un pied dans la science et que ce soit, des contenus exigeants, valides, mais que ce soit des personnes qui soient toutes en relation avec des parents ou avec des enfants. On croit vraiment que la vérité se situe à la croisée de la science et de la réalité de la vie de chacun. Je me méfie un peu des propos tout scientifiques qui sont parfois trop loin de la vie des uns et des autres, des parents, des professionnels, voilà. Et je me dis que le terrain a tout à gagner d'être nourri de contenu scientifique. Donc on cherche vraiment à être à la croisée de ces 2 mondes et c'est comme ça aussi qu'on a constitué notre conseil scientifique. Tu nous parlais des mairies, donc c'est les mairies qui financent les programmes. Alors aujourd'hui, on intervient dans une vingtaine de villes, essentiellement en Île-de-France, mais on vient de se lancer aussi dans les Hauts-de-France. Sur les modes de financement, en fait, c'est un mode de financement qui est mixte. On peut avoir soit les mairies, soit des subventions publiques qui existent. Et aussi, on a un certain nombre de donateurs privés qui sont soit des entreprises, soit des personnes qui se sentent appelées à financer cette action sur la petite enfance. Bon, et après, il y a un vrai sujet sur le financement de la petite enfance. On en parle beaucoup, mais aujourd'hui, il y a trop peu d'actions qui sont menées. Pourtant, on a quand même eu un prix Nobel d'économie en 2000, hein, de James Heckman, qui a démontré qu'un dollar investi dans la petite enfance, c'était 7 dollars économisés plus tard.
Ce qu'il faut comprendre avec ce chiffre, c'est assez simple, c'est de se dire qu'en fait, un enfant qui est bien démarré dans la vie, c'est un enfant, qui aura moins besoin de dispositifs plus tard pour, le soutenir, pour peut-être le réparer. C'est un enfant où en fait, finalement, même le coût, social, sera moins élevé. Paradoxalement, on met du temps à mettre en place ces financements petite enfance, même s'il faut que je reconnaisse que ça évolue plutôt dans le bon sens. Donc en fait, nous, on a des financements qui sont vraiment mixtes parce que les mairies peuvent pas tout financer, les fonds publics non plus, parce qu'on connaît tous, l'état des finances, publiques et donc on a aussi des financeurs privés, que je remercie d'ailleurs et dont on a impérativement besoin pour mener notre action. Est-ce que tu sens qu'au niveau de l'État, ce sujet de la surexposition aux écrans avance ou c'est beaucoup de réunions et pour l'instant, dans les faits, il y a peu de propositions concrètes? Les 2, mon capitaine. Oui, je trouve que le sujet avance et d'ailleurs la commission écran qui a rendu ses conclusions en avril dernier a eu un très gros écho. Cela étant, quand on lit le rapport de la commission, d'ailleurs, eux-mêmes disent que maintenant il faut qu'on passe sur des solutions à proposer et c'est vraiment ce qu'on fait dans le cadre de l'association, hein, c'est de proposer des alternatives aux familles parce que dire il faut pas d'écran, c'est bien gentil, mais c'est pas la réalité de la vie. Donc, c'est soutenir les parents pour qu'ils adoptent des alternatives, qu'on prenne conscience de ce qu'ils jouent, etc. Donc oui, il y a une prise de conscience. Pour l'instant, les mesures, ne sont pas nécessairement prises. Cela étant, c'est pas évident. On est bien conscience que, en fait, évidemment, il y a la liberté de chacun qui est en jeu et on va pas commencer à rentrer dans les foyers pour voir ce qui se passe et d'ailleurs, les réalités de vie sont tellement variées que il faut être très ajusté et on voilà, c'est là, on fait ce qu'on peut quelque part. Mais quand même, il faut que je crois que l'État est là pour fixer un cadre et pour offrir un guide qui pourrait nous aider. À cet égard, l'association a été auditionnée par le Sénat, par une commission écran qui s'est lancée au Sénat, en août dernier. On a été auditionné récemment. Voilà, on a un certain nombre de choses qu'on peut monter. Notre conviction au sein de l'association, c'est qu'il faut soutenir les parents pour l'adoption d'alternatives. Il faut augmenter leurs connaissances sur la manière dont se développe un enfant et d'ailleurs, on peut aussi soutenir les professionnels de l'enfance sur ces sujets-là. Et puis après, il y a peut-être des actions plus symboliques à monter. Voilà, moi, de voir qu'il y a des fabricants de poussettes qui mettent des porte-téléphones portables sur leurs poussettes, j'avoue que je peux pas dire que ça me réjouisse. Peut-être qu'on pourrait les interdire. Ou on nous dit qu'il faut pas mettre les jeunes enfants devant les écrans. Voilà, la communauté scientifique est quand même assez d'accord, notamment pour les moins de 3 ans, c'est déconseillé aux moins de 6 ans. Et pour autant, quand on va dans des centres pédiatriques, parfois dans les salles d'attente, on voit des écrans. Bon, bah, mettons des jouets et puis des livres, vous voyez? Je pense qu'il y a quand même des choses qui seraient des signaux, en fait, symboliques, mais qui nous permettraient d'avoir une espèce de démarche collective sur un sujet qui n'est pas simple, il faut le reconnaître. Quels obstacles vous rencontrez au quotidien pour promouvoir le programme? Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Ce qui est la réalité de notre action, c'est qu'on va travailler, sur des territoires qui ont chacun leur réalité, chacun leur mode de fonctionnement. Donc c'est vrai qu'on a des discussions avec les municipalités, voilà, c'est un temps, certain, voire un certain temps. Je suis pas sûre qu'il soit incompressible parce qu'il faut aussi que les municipalités, décident quelles sont leurs priorités, comment elles souhaitent, piloter leur politique éducative, accompagner leurs professionnels. Donc ça, c'est quand même un temps qui est réel. Moi, j'ai une vigilance certaine sur la recherche des fonds pour financer notre action parce qu'il y a beaucoup de le tissu associatif en France est extrêmement riche, varié, avec de très belles actions. Donc c'est vrai qu'il y a une concurrence entre structures pour trouver des fonds, c'est réel. Après, ce qui me réjouit, c'est que les échos du terrain sur la qualité de notre action, sont très largement partagés. Par exemple, on était à une réunion récemment, enfin, un membre de l'équipe à une réunion des cités éducatives de la ville de Paris 19, où on a été félicité pour la qualité de notre action, sur la capacité à créer du lien entre les familles et les professionnels des structures, sur l'accompagnement avec tous ces déplacements qu'on fait auprès des personnes pour les soutenir. C'est vrai qu'on a une fidélité des territoires avec lesquels on travaille qui est immense, hein. En fait, d'une année sur l'autre, on a entre 85 et 100% des villes qui souhaitent poursuivre avec nous, ce qui pour moi est un vrai bon signal. Mais c'est un temps long qu'il faut assumer. Et on est sur un sujet qui est tellement urgent que parfois on peut être un petit peu impatient. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu comment vous avez articulé le programme, le nombre de séances,
Comment vous voyez les pros, les parents? Combien de fois? Combien d'heures? Alors, le programme, c'est, une articulation entre des sessions de formation avec des professionnels, des structures dans lesquelles on intervient qui sont pas trop longues parce qu'ils ont aussi, les enfants dont ils doivent s'occuper. Des sessions, qui sont assez ludiques. On a développé beaucoup d'outils de pédagogie active et après chacune des sessions de formation, on a un atelier parents-enfants en structure qui est co-animé par l'association et par les professionnels. Ce qui est très important pour nous, c'est de, à la fois former les professionnels sur le fond, sur la place des histoires, du jeu, les effets des écrans sur le développement du jeune enfant, mais aussi sur la forme, parce que ce qu'on observe, ce dont on se rend compte, c'est que certains professionnels, et c'est un nombre réel, peuvent avoir une crainte dans la relation avec les familles. Donc il faut aussi les soutenir pour entrer en relation avec les familles, pour leur dire qu'ils sont légitimes, qu'ils ont des choses à apporter aux familles, qui voient une facette de l'enfant que les parents ne voient pas nécessairement et que vraiment cette alliance éducative, elle mérite vraiment de se construire et de se fortifier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait entre chacune des vacances scolaires. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition des structures, des fonds bibliothécaires ou des jeux, avec l'idée que les familles repartent de nos sessions, de nos ateliers avec un livre ou un jeu dont ils puissent se servir à la maison, qui leur est prêté. L'objectif de ces prêts de jeux et de livres est assez simple, c'est évidemment que les enfants puissent demander à leurs parents de raconter une histoire ou de jouer avec eux parce que le jeu ou le livre aura traîné à la maison. Mais c'est aussi une occasion, au moment où on emprunte le jeu et le livre, et au moment où on le rend, de créer des occasions d'échange entre les pros et les familles, avec l'objectif d'avoir une discussion vraiment sur la manière dont se développe l'enfant avec ces outils-là. Et ça, c'est pas nécessairement fréquent. En crèche, on voit bien les choses. Vous voyez, en crèche, on a l'habitude de dire, bah voilà, il a bien dormi, il a mangé sa purée, il a eu 3 selle-bol, et puis basta. L'idée, c'est aussi de parler d'autres choses sur, voilà, bah, en fait, il a appris du vocabulaire. Ah, puis aujourd'hui, il a manipulé un livre et puis c'était intéressant de voir comme, bah, je vais vous le prêter le livre et vous allez voir, il a touché des matériaux qui crissent et vous allez voir, ça le fait rire. Bah, ça y est, il a compris que les matières n'avaient pas tous la même sonorité, la même, voilà. L'idée, c'est un peu de d'ouvrir le champ de l'interaction aussi entre les parents et les professionnels. Et de valoriser toutes les sous-compétences et les sous-objectifs que les pros de la petite enfance font et qui n'est pas forcément visibilisé ni par les médias, ni parce qu'on a peu de temps d'échange avec les parents, hein. Moi, je me relis quand j'étais maîtresse de maternelle. Finalement, la coéducation, c'est aussi expliquer pourquoi on fait ces activités-là, dans le sens du développement de l'enfant, dans le sens de la maturité de ses fonctions exécutives et tout ça. Et c'est ça que vous rendez hommage aussi aux pros qui suivent le parcours. Oui. Si on parle du retour des pros, justement, qu'est-ce qu'elles en disent de ces parcours quand elles le vivent et à la fin du parcours? Bah, je pense que le sujet de la valorisation, que tu pointais là est très, très mis en valeur et ce dont je me rends compte, c'est que ce sont des professionnels qui sont trop rarement mis en valeur, alors qu'ils font un métier qui est absolument capital pour la société. Je pèse mes mots. C'est-à-dire que, ce sont ces professionnels qui accompagnent les enfants au quotidien, qui sont en relation avec les familles et en fait, ce manque de considération est inacceptable en réalité. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste, hein, parce que, moi-même, je suis très admirative, hein, et je ne sais pas si je serais capable, moi, de m'occuper, d'enfants toute une journée. Enfin, voilà, je pense que c'est fatigant, c'est difficile. Je suis très admirative. Je pense que ce sont des pros où, en fait, on est en train de leur manifester notre confiance quand ils vont parler aux familles. Donc, on les sent se déployer, en fait, dans leur mission parce que oui, ils ont conscience de leur rôle auprès des enfants, mais c'est vrai qu'auprès des familles, parfois, c'est moins conscientisé de leur côté. C'est dommage et donc ça, c'est quelque chose où ouais, on sent une espèce de déploiement de la personne. Il y en a pas mal qui s'autorisent à relever des défis, enfin voilà, ce qui est très encourageant et puis, aussi sur le fond, qu'il y a un appétit de comprendre. Alors après, on va pas raconter un monde, qui n'est pas le vrai monde. C'est-à-dire qu'il y a des pros qui s'en saisissent à pleine main et d'autres beaucoup moins, hein. Voilà. Mais globalement, quand même, il y a quand même un enthousiasme et une envie de enfin voilà, ce qui est très rassurant d'ailleurs sur notre monde, c'est que dès qu'on donne du pouvoir d'agir aux gens, dès qu'on leur manifeste notre confiance et qu'on leur donne le sens de tout ça pour le développement de l'enfant, mais les gens y vont, quoi. Donc en fait, on a tout lieu d'être confiant. Après, il faut leur donner ces moyens-là.
Moi, je vois au quotidien, c'est vrai que les retours des pros, c'est qu'elles ont plus confiance dans les actions qu'elles font au quotidien parce qu'on a réappuyé le sens et la cohérence que ça pouvait amener pour elles de pratiquer ces outils-là auprès des enfants et même entre elles, elles en discutent entre elles et elles osent dire aussi qu'elles voient les parents sous un autre regard parce qu'ils ont participé à l'atelier, ils ont échangé, ils ont mutualisé. On va peut-être passer aux parents. Qu'est-ce que vous avez comme retour des parents qui viennent à vos ateliers? Et puis ça touche peut-être en quelques chiffres combien de parents par an pour ceux qui voudraient se rendre compte un petit peu. Une parole qui vient régulièrement après nos ateliers, c'est, «Vous m'avez donné du courage». Parce qu'en fait, c'est vrai que sur ce sujet des écrans, il y a eu un peu un effet de masse, hein, ces derniers 24 mois, je dirais 18 à 24 mois, avec des réponses qui sont pas toujours évidentes à apporter pour les familles et pour cause, parce que c'est pas évident, hein, que celui qui n'a jamais été pris par son fil WhatsApp ou, son fil Insta, lève la main. Et oui, on leur donne du courage parce qu'en fait, ils se rendent compte, encore une fois, avec cette activité qui est par exemple de raconter une histoire à un enfant, même si on ne sait pas lire, on peut raconter une histoire à un enfant, et ben, on fait déjà quelque chose qui est profondément bon pour son enfant. Il y a aussi un sujet de conscience, de effectivement, qu'est-ce qui est bon pour le développement de l'enfant, qu'est-ce qui est moins bon. Donc en fait, ils gagnent en conscience de voilà comment faire pour moi, parent, être un bon parent, ce qu'on souhaite tous être, mais c'est pas évident. Et puis, dernier point, je crois qu'ils apprécient découvrir cet engagement des professionnels pour leurs enfants. Voilà, il y a un sujet de lien qui se crée, alors selon les familles plus ou moins, mais on est quand même, les témoins de jolies histoires. L'année dernière, on a accompagné, près de 3 000 familles grâce à nos programmes. Voilà, cette année, on espère faire mieux. Comment vous déployez vos programmes par rapport aux équipes, par rapport aux relais d'information? Quels sont les leviers que vous essayez d'actionner pour multiplier les prises de contact, les départs dans des nouvelles villes? C'est un travail qui est long, qui est bah, voilà, on peut avoir des villes qui nous recommandent, à d'autres villes ou après on regarde un petit peu les axes d'intervention de la ville. Enfin bon, ça c'est un travail minutieux, c'est un temps très long où une personne est dédiée, au sein de l'association pour faire ça. Voilà, il y a pas trop de méthodologie en réalité, hein. C'est de l'opportunité, c'est des mises en relation, c'est on lance des bouteilles à la mer, certaines sont recueillies, d'autres pas, voilà, c'est la vraie vie. Vous avez recruté plusieurs nouvelles formatrices. Vous êtes une équipe de combien maintenant? Alors aujourd'hui, on a 15 intervenantes. Alors je dis au féminin parce que nous n'avons que des femmes, mais c'est quand même une grosse réalité du secteur de la petite enfance. 15 intervenantes que l'on forme et qui vont intervenir en mission pour nous pour porter nos programmes, qui sont retenues liées à leur historique, liées à leur métier et liées à leur adéquation avec les valeurs de l'association. Et puis une fois qu'elles ont validé une formation, théorique et pratique et puis après on a en interne plusieurs personnes de l'équipe, de permanents qui va aussi sur le terrain porter nos programmes. Vous recrutez éventuellement des bénévoles s'il y a des gens qui nous écoutent dans cet épisode. Est-ce que éventuellement il y a une adresse pour postuler, pour être bénévole? En effet, on peut faire appel ponctuellement à des bénévoles pour nous aider pour l'organisation d'ateliers par enfants dans les structures, donc pas sur tout le programme, mais sur l'animation d'ateliers par enfants sur cette thématique, plus de jeux, plus d'histoires et moins d'écran. On peut nous écrire à contact@assoppe.org si c'est quelque chose qui intéresse les personnes qui nous entendent. Et sinon, un autre sujet sur lequel on peut avoir des besoins prochainement, où on va peut-être rechercher un soutien bénévole, c'est aussi on voudrait refondre notre site web. Si jamais parmi nos auditeurs, des personnes se sentent touchées par notre sujet et avec quelques compétences, voilà, ça va être un chantier qu'on va ouvrir prochainement. Vous êtes présent un peu sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook. Essentiellement sur LinkedIn, il faut qu'on réactive un peu plus notre page Facebook qui est un petit peu morte, donc il va falloir qu'on s'y mette. Mais sur LinkedIn, effectivement, je vous invite à vous abonner à la page de Pas à pas l'enfant, où vous verrez quand même toute notre actualité, les nouvelles villes qui sont ouvertes, comme ça vous verrez si on arrive sur votre territoire, les points saillants de notre action. Par exemple, récemment, on a parlé effectivement de cette audition au Sénat. On partage les nouvelles phares de l'association et puis aussi notre vie un peu quotidienne parce que c'est ça aussi la vie d'une structure. Les petites pépites des parents en atelier ou des pros en atelier. On a assisté Exactement. notamment à une pro qui a dit je n'irai jamais devant des parents et qui s'est lancée et qui était tellement fière d'elle
Un petit coucou à elle si elle nous entend. Est-ce que s'il y a des élus qui nous entendent et qui veulent installer ça dans leur ville, ils peuvent aussi contacter l'association? Bien sûr, au contraire, on sera ravis de réfléchir avec eux pour voir si nos programmes peuvent répondre à leurs besoins, si les personnes de la ville, les administrés, ça fait partie des sujets qui les préoccupent. Pareil, on peut nous écrire sur cette même adresse contact@assoppe.org. Donc, je mettrai tous les liens dans la légende de l'épisode. Maintenant, on va peut-être s'adresser aux parents, donc qui nous entendent, qui comprennent un petit peu l'enjeu, hein, à la fois de mettre plus d'histoires et de livres et de mettre moins d'écran. Quelles sont les premières astuces, les premiers conseils pour changer, pour évoluer, que tu pourrais leur partager si elles n'ont pas accès au parcours? Peut-être la première chose, c'est de ne pas se mettre trop de pression, très simplement, parce qu'en tant que parent, on est souvent assez fort pour se mettre une pression immense. Et déjà de se dire, bah, si je le fais pas, pourquoi je le fais pas? Et essayer de comprendre pourquoi, hein, d'identifier la barrière. Si c'est un problème de fatigue, de temps, pointer cette barrière et puis après de se dire, bah, qu'est-ce que je peux faire face à cette barrière? Je vais donner un exemple très concret. Bah voilà, j'ai pas le temps parce que bah, le soir, quand j'arrive, il faut absolument que je prépare le dîner pour tout le monde. J'arrive pas à trouver le temps. Bah, une des astuces, ça serait peut-être de profiter du temps de la préparation du repas pour raconter une histoire à son enfant. Un autre point qui peut nous être remonté régulièrement, un autre exemple, c'est bon, bah moi je l'ai fait, mais moi j'arrête parce qu'en fait c'est sans fin. C'est-à-dire que mon enfant on veut toujours une, toujours une, et j'arrive pas à le coucher. Quelque chose qui fonctionne assez bien, c'est de passer un contrat avec l'enfant. Alors au démarrage, il essaiera de rompre le contrat, de montrer que vous ne tenez pas votre contrat. Donc il faut tenir les 2-3 premiers jours en disant: «Ce soir, on a dit c'est celle-là. Je te lis cette histoire en entier et après c'est fini». Alors comme il avait l'habitude qu'on lui en lise plein, il va peut-être essayer un peu, mais au bout de 3-4 jours, ça c'est quelque chose qui se gère. Et puis après pour les personnes qui sont pas nécessairement à l'aise avec les livres, et ça arrive, c'est pas forcément un support avec lequel on est bien, mais il faut savoir que de raconter sa journée pour un enfant, c'est quelque chose qui est très important pour lui, savoir ce qui vous est arrivé dans votre journée. Et puis on peut rajouter des petits éléments pour rendre cette histoire un petit peu plus rigolote, en détaillant comment on était habillé, en détaillant quel temps il faisait, etc. En faire une vraie histoire, bah, ça marche aussi. En réalité, ce que cherche l'enfant quand on lui raconte une histoire, c'est bien sûr l'histoire en elle-même, mais c'est surtout et avant tout passer du temps avec vous, un temps où on est bien, un temps où on est apaisé, un temps où on est ensemble, sans la perturbation du téléphone, sans la perturbation de que sais-je. Voilà, donc ça, il faut se le garder à l'esprit et de se dire qu'en fait, ce temps passé ensemble, c'est déjà un temps gagné qui est extrêmement fécond pour le développement de l'enfant. Un temps de qualité, ça parlera aux auditeurs qui sont habitués à entendre ça. Pour Exactement. les mamans qui n'osent pas lire, pour les mamans qui ne savent pas lire, tu leur as proposé de raconter. Est-ce que on peut broder sur un livre qu'on aurait à la maison ou que l'école nous prête? Oh, bien sûr, il y a pas de limite, encore une fois, je pense que ce que tu dis, ce qui compte, c'est vraiment ce temps de qualité. Ne créons pas de barrières, supplémentaires et j'ai envie de dire aux parents, vous avez cet instinct de parent qui est en vous, qui est gravé à partir du moment enfin quelque chose d'un peu magique qui se révèle quand on devient parent. Il faut aussi accepter de se faire confiance. Les injonctions de la société sont immenses, et il faut leur donner bio, il faut donner à manger bio et puis il faut donner des jouets qui sont que en bois sans COV parce que sinon voilà et puis il faut machin et puis ah! Secours. Voilà, un peu de simplicité dans ce bas monde. Je raconte une histoire très simplement, elle sera peut-être pas bonne, elle sera peut-être pas drôle. C'est pas grave. En fait, j'ai envie de dire, gagnons en simplicité dans ce qu'on fait et parfois j'aime bien dire qu'on essaie de révéler la simplicité avec nos actions. Tu as ouvert l'épisode en donnant un chiffre qui peut faire peur sur la capacité de lecture et de compréhension des enfants quand ils arrivent au collège. Est-ce qu'on peut anticiper pour les auditeurs qui auraient des enfants vraiment tout petits, de 18 mois, et de leur expliquer à quel point la lecture permet les apprentissages préscolaires? Qu'est-ce que tu pourrais leur préciser? Pour apprendre à lire, il faut que l'enfant dispose d'un certain nombre de compétences qui sont implicites, hein, qui lui permettront d'apprendre à lire. Alors parmi elles, bah, il faut que si l'enfant ne parle pas bien, bah, ça va être compliqué d'apprendre à lire. Si l'enfant maîtrise pas du tout de vocabulaire, ça va être compliqué parce que si l'enfant déploie un effort immense pour lire le mot gorille et que le gorille, il sait pas ce que c'est,
Il va se dire: «Non mais c'est quoi cette blague? On est en train de me demander de déployer un effort immense pour lire ce mot, je lis ce mot, je ne sais pas ce que ça veut dire». Bah, évidemment que là, il décroche. Il va dire: «Attendez les amis, c'est bon, je me suis fait avoir une fois, je vais pas recommencer plusieurs fois et donc j'arrête». Alors que si le gorille est dans l'arbre et que dans sa tête, il y a un gorille qui apparaît et qui, en fait, une histoire est en train de se créer sous les yeux, l'intérêt est en train de naître. Donc les histoires, qu'est-ce que c'est? C'est aussi l'occasion de développer son vocabulaire. Un autre point qui est très important, on en parle beaucoup dans nos sessions, c'est le développement de la concentration. Moi, je compare souvent la concentration, c'est quelque chose qui s'acquiert. Vous voyez, je fais souvent le parallèle avec le marathon. Il paraît que tout le monde est capable de courir un marathon. Bon, je serais curieuse de le voir dans mon cas, mais toujours est-il que je veux bien le croire. Donc au début, on va courir 5 kilomètres, puis ensuite 10, et puis on va faire un semi-marathon, puis on va se faire nos 41 kilomètres. La concentration, c'est pareil, c'est quelque chose qui se développe, qui s'acquiert. Donc au début, l'enfant va pouvoir écouter des histoires de quelques minutes, puis 10 minutes, puis 20 minutes. Et puis même à la fin, à 6 ans, ils sont censés écouter des histoires très longues. Cette concentration, elle est absolument capitale quand on arrive au CP, qu'il y a 30 enfants qui sont dans une classe, qui sont pas nécessairement toujours calmes, où il y en a un qui terre les couettes de la voisine d'en face, l'autre qui pique la règle du voisin. Enfin voilà, on imagine bien la scène. Il faut qu'à un moment, et l'enfant ait la capacité de se concentrer pour diriger son attention exclusive vers l'enseignant, l'enseignante qui est en train de lui dire que B plus A, ça fait bas. Et ça, si cette concentration, elle n'a pas été développée, et puis vous voyez où je veux en venir, hein, moi j'aime bien dire que les écrans, c'est une arme de destruction massive de la concentration. On en est tous la victime d'ailleurs. Enfin, voilà, les histoires, ça développe ça. Donc, c'est quelque chose qui est absolument essentiel à cet égard. Donc, l'idée n'étant pas de mettre la pression aux parents d'enfants de 18 mois, mais simplement de se dire que très simplement, quand régulièrement, on raconte une histoire à son enfant, bah, l'enfant va développer sans même s'en rendre compte son vocabulaire, sa capacité de langage, il va comprendre la structure, le monde de l'écrit, il va développer sa concentration, et tout ça est indispensable pour l'acquisition des savoirs fondamentaux. Bon, moi j'adore la précision de ces termes-là, l'ampleur et l'enjeu que ça donne aussi pour l'éducation en général et non pas que l'éducation scolaire, parce que là on parle vraiment de coéducation avec les parents. Moi je suis toujours très étonnée, j'étais en atelier ce matin à Nanterre, de voir les parents se dire, ah si j'avais su ça avant. Et en fait on fait ce point-là, cet apport de connaissances pour diffuser l'information au plus grand nombre. On peut imaginer facilement que certains groupes ou certains fondateurs d'algorithmes n'aient pas intérêt à ce que ça se sache trop. Quelle est votre position là-dessus, à l'association? Ah bah, c'est sûr que, on ne sert probablement pas les mêmes objectifs. Je trouve que la commission écran avait quand même été assez courageuse et claire, sur, le fait qu'il fallait pas mettre les enfants de moins de 3 ans. C'est déconseillé au moins de 6 ans, ce qui est un terme quand même très, très fort. C'est sûr qu'en face de nous, il y a des structures qui sont très puissantes, des poids économiques majeurs. Paradoxalement, moi, je suis quand même assez confiante. Parce que je trouve qu'il y a un mouvement de fond dans la société sur notre rapport au digital, mais aussi il y a eu un effet émerveillement. Voilà, on voit quand même beaucoup de lieux de déconnexion, même généralement, hein, pour les adultes, où les gens gèrent beaucoup mieux leurs outils digitaux. Enfin, on voit qu'on est en train d'apprendre à gérer tout ça. Donc moi, je suis assez confiante sur le fait que dans quelques années, il y aura des us et coutumes, enfin des pratiques qui seront plus mesurées. Bon, c'est mon côté très optimiste, mais quand on lance une association, il faut l'être. Oui, et puis on voit mois après mois et structure Ouais. après structure des effets. Vous suivez certaines crèches ou certains centres de loisirs sur plusieurs années? Oui, tout à fait. Ça va de 1 an à 4 ans, et c'est vrai que, c'est assez intéressant de voir à quel point les professionnels qui arrivent à s'inscrire dans ce cycle long, en fait, on observe une transformation d'abord de la personne dans sa pratique en tant que professionnel, une transformation de la personne dans sa relation avec les familles, et puis ensuite, une transformation de la personne vis-à-vis de la structure qui veut vraiment que nos programmes infusent les pratiques de la structure. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez crescendo en réalité, ce que je trouve assez simple parce que voilà, le temps de la construction humaine est un temps long qu'il faut accepter. Donc c'est pour ça que nos programmes, ils peuvent être aussi sur un temps long. Et c'est quelque chose qu'il faut assumer, qui est une réponse en fait point à point avec l'immédiateté du digital en réalité. C'est difficile de réinvestir ce temps long
Et pour moi, c'est la réalité du temps humain. D'autant que ce que vous amenez comme connaissance, il y a le temps d'implémentation de la personne qui doit ajuster ce qu'elle faisait avant, parce que finalement, peut-être tout est nouveau pour elle. Ce contenu, pour certaines, c'est très nouveau, ou pour certains, je parle de certains animateurs qui ont eu peu de formation, Mm. tout ce que vous amenez comme contenu. Ouais. C'est sûr que on touche à un point qui est très important, qui est le manque de professionnels dans ces secteurs, aussi bien en crèche qu'en accueil de loisirs, hein, d'ailleurs. En crèche, on a des professionnels, enfin, il y a de moins, ils ont un vrai problème pour retrouver des personnes formées. Donc, en accueil de loisirs et en crèche, on peut avoir en fait ce besoin immense de formation. Et c'est sûr qu'en fait, il va falloir accepter une démarche très progressive pour que les pratiques bougent peu à peu. Et c'est vrai que dans notre société où on attend la réponse immédiate, c'est assez difficile. Et pour autant, il faut l'accepter et être capable, bon, le terme est un peu excessif, mais j'en trouve pas de meilleur, de s'émerveiller devant chaque pas supplémentaire fait par les personnes. Super. Quels sont les projets de PPE? On aimerait beaucoup développer nos actions auprès des ATSEM, qui sont des personnes qui ont une place importante auprès des enseignants et enseignantes de maternelle, ont une relation avec les familles qui est peut-être un peu différente, que je trouve intéressante. Donc, on est en train de réfléchir à ça. On est aussi en train d'imaginer des innovations auprès des centres de protection de l'enfance, où les enfants, voilà, c'est un lieu qui nous intéresse beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses à réparer, de liens à recréer entre les parents et les enfants. Quand les enfants sont placés, on imagine bien que le lien avec les parents est extrêmement difficile. Et je crois beaucoup dans les histoires, dans les jeux, en fait, de s'engager dans une activité ensemble pour se réconcilier et peut-être être facilitateur. Et puis après, on aimerait continuer notre développement en région. On travaille sur l'ouverture d'une nouvelle région l'année prochaine. Voilà, donc s'il y a des gens qui nous écoutent, qui viennent de régions hors d'Île-de-France ou des Hauts-de-France, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez un petit apport sur des centres sociaux aussi avec des assistantes maternelles. Ouais, c'est quelque chose qui se développe bien auprès des assistantes maternelles. C'est, des professionnels qui convient d'accompagner. Il n'y a pas toujours beaucoup de choses qui leur sont proposées et elles s'en saisissent avec un enthousiasme. Enfin, c'est très, satisfaisant, motivant pour les équipes de voir cette énergie des assistantes maternelles à découvrir de nouvelles choses, à mieux comprendre. Enfin voilà, tout ça est assez, remarquable. Bon, et ben, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour l'association? Ton dernier mot avant qu'on se Ouais. laisse? Souhaitez-nous que plein de villes nous contactent et puis que chacun de nous, chacune de nous, ait ce temps d'histoire, ce temps de jeu avec les enfants, de réinvestir la simplicité et le naturel de la vie, je crois, très simplement. Magnifique message de fin. Merci Justine pour ton temps. Longue vie à pas l'enfant. N'hésitez pas à retrouver tous les liens dans la légende de l'épisode. Et puis éventuellement faire un don pour promouvoir les actions de l'association. Merci beaucoup. Ciao, Merci ciao. Justine. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/le podcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.